Donc, je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir répondu favorablement à l'invitation de nos commissions. Alors, nous avons décidé, il y a de cela quelques mois, de donner un peu plus de relief à l'examen des lois de règlement. Et cela à l'initiative d'un travail très intéressant qui a été conduit par Régis Juanico et par François Cornu-Gentil. Et à ce titre ont été sélectionnés trois sujets pour lesquels on souhaite faire un travail d'évaluation, d'analyse plus approfondie. Le premier d'entre eux porte sur l'équipement des forces armées et nous avons ainsi, Madame la Ministre, auditionné hier ici le général membre de l'état-major et puis délégué général à l'armement. Nous aurons également avec la Commission des affaires culturelles une réunion sur le troisième sujet qui concerne l'éducation prioritaire. Et aujourd'hui, donc, nous traitons du soutien au sport professionnel et des solidarités avec le sport amateur. Et je crois que c'est Régis Juanico qui introduit ce travail. Donc, ce que je vous propose pour la bonne organisation, après que tu aies dit quelques mots, mon cher Patrick, Régis Juanico prenne la parole, la ministre intervienne, et puis ensuite, qui souhaitera intervenir le fera. Et puis pour terminer, je voudrais saluer et souhaiter la bienvenue à monsieur Lakomi Lorsandi Traoré, qui est premier questeur de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et qui est accompagné de fonctionnaires des services de cette Assemblée. Voilà. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Régis Juanico, Patrick, pardon, excuse-moi. Non, mais juste un mot. Tu as dit déjà beaucoup de choses, cher Gilles, Monsieur le Président. Moi, je suis très heureux de cette réunion conjointe de nos deux commissions, puisque j'avais le plaisir d'être auditionné par François Cornu-Gentil dans le cadre de la mission qu'il conduisait avec Régis Juanico, justement sur le fait que les lois de règlement ne soient pas conçues uniquement comme, si j'ose dire, des actes parlementaires d'une banalité et qu'elles ne soient pas expédiées en tant que telles. Donc, incontestablement, j'ai vu qu'il avait été donné suite à cette mission et à ce travail commun de nos deux collègues, et je m'en réjouis. Et il est vrai que nous manquions de réunions de commission, et donc, de ce fait, nous en avons quelques-unes en plus pour éviter de nous ennuyer. Mais quelque part, ça nous permet de nous voir régulièrement, et notamment avec nos collègues membres de la commission des finances. Alors, de ce fait, et je me permets d'excuser effectivement Gwenaël Huet, que nous avions désigné, mais qui, effectivement, a une étape du Tour de France dans sa circonscription. Et quelque part, comme il s'agit de parler de la politique de soutien au sport professionnel et de solidarité avec le sport amateur, on ne peut pas lui en vouloir d'évaluer cette politique au plus près des réalités. Madame la Ministre, c'est un très grand plaisir de vous retrouver. En plus, je salue en vous la membre éminente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation qui, pendant 5 ans, durant la précédente législature, s'était pleinement investie sur les sujets qui sont au cœur de votre délégation ministérielle. Et vous savez que pas plus tard que la semaine dernière, notre commission a pris connaissance d'un rapport d'information sur le football professionnel et l'impact de ce qu'on appelle le fair play financier. Et cela rejoint à bien des égards les préoccupations qui seront les nôtres aujourd'hui. Et pour que votre information soit complète, la Commission, à l'unanimité, a également décidé ce matin de rendre public le rapport de la mission présidée par Annie Genevard et dont le rapporteur est Michel Ménard concernant l'accès d'un plus grand nombre de nos jeunes concitoyens aux loisirs et aux vacances. Voilà, que vous sachiez tout des activités de notre commission, puisque nous sommes à ce double titre dans votre cœur de cible. Voilà. C'est à Régis, maintenant.
Bien, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord excuser l'absence de notre collègue Guénel Huet, avec lequel j'ai mené les travaux de cette mission d'information commune. Il sera cependant difficile de lui en tenir rigueur, puisque les raisons de cette absence sont éminemment sportives. En effet, les hasards du calendrier font que cette réunion consacrée au sport professionnel et à la solidarité avec le sport amateur intervient le jour même où la ville d'Avranches, dont Guénel Huet est le maire, organise le départ de l'étape du Tour de France. Un mot ensuite pour préciser le cadre des travaux de cette mission d'information commune qui, comme l'a indiqué Monsieur le Président Carrez, fait suite à la décision prise par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 23 avril dernier, c'est un travail que nous avons mené en commun avec François Cornu-Gentil, d'expérimenter la mise en œuvre de missions d'information commune évaluant des politiques publiques et en y associant la commission des finances et les commissions compétentes au fond dans une configuration paritaire avec un député de la majorité et un de l'opposition. Nos travaux ont donc en effet porté sur le soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur. Politique publique qui fait partie du premier cycle d'évaluation lancé en janvier dernier par le gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'action publique, la MAP. L'objet principal de nos travaux a donc été de porter un éclairage, celui du Parlement, sur la politique publique de soutien aux mécanismes de solidarité entre sport professionnel et sport amateur. Ces travaux viennent, je le pense, utilement compléter ceux réalisés par la Commission des affaires culturelles et la mission d'information sur le fair play financier de nos collègues Thierry Braillard, Pascal de Guilhem, Marie-Georges Buffet et Guénel Huet, dont le rapport d'information a été publié la semaine dernière et dont je soutiens pleinement l'ensemble des conclusions. Ils poursuivent également pour partie ceux de la Cour des comptes, qu'elle a entrepris en début d'année avec la publication d'un rapport thématique invitant à la réorientation de l'action de l'État dans le domaine du sport pour tous et du sport de haut niveau. Nous avons, dans le cadre des travaux de notre mission commune, rencontré de nombreux acteurs du monde sportif, notamment les représentants du Comité national olympique et sportif français, ceux des principales fédérations et ligues professionnelles, mais aussi des organisateurs d'événements sportifs, des partenaires publics et privés finançant le sport, l'association des élus locaux chargés du sport, des économistes du sport ainsi que le CSA pour étudier les aspects de retransmission audiovisuelle. Je tiens ici à remercier ces différents intervenants qui ont su se rendre disponibles dans des délais relativement contraints. Ces auditions ont permis de compléter utilement les informations issues des travaux de la mission d'évaluation MAP qui nous avait été transmise et de constituer une liste de préconisations, une quinzaine, dont la mise en œuvre serait de nature, selon nous, à renforcer la solidarité entre sport professionnel et sport amateur. Parmi les données économiques que nous avons pu recueillir lors de cette mission d'information commune, il en est une qui permet de mieux cerner les enjeux financiers liés au sport professionnel. Les clubs professionnels de basket, de football, de handball et de rugby développent à eux seuls un chiffre d'affaires de près de 1,7 milliard d'euros. Si l'on additionne les principaux flux financiers qui illustrent la solidarité du sport professionnel vers le sport amateur, la taxe Buffet sur les retransmissions audiovisuelles, c'est environ 40 millions d'euros, la taxe sur les paris sportifs en ligne, 31 millions d'euros, et les montants prévus dans les conventions liant les ligues et clubs professionnels aux fédérations, ainsi que celles liant les associations supports aux sociétés sportives, environ 126 millions d'euros par an, selon les informations qui nous ont été transmises, nous pouvons estimer à plus de 11%, environ 200 millions d'euros, rapportés aux 1,7 milliard de chiffre d'affaires, le retour vers le sport amateur. Ces données ne sont évidemment qu'indicatives et ne reflètent pas l'ensemble des actions de solidarité au profit du sport amateur effectuées par le secteur sportif professionnel. Je tiens à préciser que ce montant de 1,7 milliard d'euros ne prend pas en compte l'économie de l'ensemble des activités connexes liées au sport professionnel, comme les prestataires, les médias, les dépenses d'équipement, de restauration et de transport induites par cette activité. Vous l'aurez compris, le secteur sportif est une véritable filière économique et un réel moteur de croissance. Autre chiffre, en 2009, la dépense sportive s'est élevée à 34,9 milliards d'euros en France. Ce montant donne également une mesure de l'importance économique du secteur. Pour autant, les données économiques sur le sport sont souvent diffuses et parcellaires
dans un environnement financier et juridique en constante évolution. Or, il est évident que pour mieux évaluer une politique publique, il est indispensable de mieux la connaître. C'est la raison pour laquelle la première de nos propositions est la création d'un observatoire national de l'économie et de l'évolution du droit du sport. De même, nous préconisons de procéder à une évaluation complète des dépenses fiscales rattachées à la mission sport, jeunesse et vie associative, les dons, le mécénat, etc., permettant de juger de leur efficacité et de leur impact sur le développement du secteur sportif, tant il est vrai que nous manquons d'informations sur ces sujets. Je rejoins ici les magistrats de la Cour des comptes qui établissent le même constat et font la même recommandation. Concernant la fiscalité, nous proposons aussi d'étudier, en y associant les représentants du football professionnel, l'impact et les modalités de mise en œuvre de la contribution exceptionnelle de 75% due par les entreprises sur les salaires annuels supérieurs à 1 million d'euros. Il ne s'agit pas d'exclure le secteur du football a priori de cette taxe. Nos concitoyens ne le comprendraient pas à juste raison. Mais de définir les modalités d'application qui ne mettent pas en danger les clubs professionnels, dont, vous le savez, la santé financière est précaire. Nous souhaitons également conforter les ressources du CNDS, Centre national du développement du sport, dont le rôle pivot en faveur du sport pour tous est prépondérant. Pour cela, 2 mesures pourraient être réalisées. La mise en œuvre de l'élargissement de l'assiette de la taxe Buffet aux droits de retransmission cédés à des diffuseurs français par des détenteurs de droits situés à l'étranger, c'est un enjeu financier de 13,5 millions d'euros, et la prolongation au-delà de 2015 du prélèvement exceptionnel de 0,3% sur les mises hors paris sportifs de la Française des Jeux, destiné à financer les stades de l'Euro 2016, qui, comme vous le savez, est plafonné actuellement à 24 millions d'euros par an. Cependant, et c'est un chantier que vous avez engagé, Madame la Ministre, il convient aussi de mieux contrôler les dépenses du CNDS afin qu'elles soient orientées en respectant mieux la solidarité entre sport professionnel et sport amateur. Pour cela, il convient de tenir compte dans les critères d'attribution de ces subventions de l'importance des ressources propres et de l'économie du secteur professionnel des fédérations concernées. C'est notre proposition numéro 6. Pour conforter la solidarité entre sport professionnel et sport amateur, nous pensons qu'il est indispensable de maintenir le lien entre l'État et toutes les fédérations sportives grâce aux conventions d'objectifs et aux subventions qui sont rattachées. Nous souhaitons, et c'est notre 8e proposition, également rendre obligatoire la dimension de solidarité entre sport professionnel et sport amateur dans les conventions liant les fédérations et les ligues et celles qui lient les associations support et les sociétés sportives. Par ailleurs, le rôle de nos équipes nationales, de nos équipes de France, est fondamental en tant que vecteur et lien de la solidarité entre monde professionnel et monde amateur. Les représentants du monde sportif nous ont interpellés sur le risque de voir ces liens distendus. Il faut donc mieux définir le statut des équipes nationales et les conditions de mise à disposition des joueurs de l'équipe de France, des équipes de France par les clubs. Il s'agit là de notre 9e proposition. Les auditions nous ont également permis de prendre connaissance de nombreuses bonnes pratiques mises en œuvre par les partenaires privés et les mécènes du sport ou encore les organisateurs de grands événements. Ces bonnes pratiques doivent être valorisées et diffusées. Il serait utile, par exemple, d'exploiter plus systématiquement les retombées des grands événements. Tour de France, c'est d'actualité, Roland-Garros, beaucoup est déjà fait, Paris-Dakar, etc., pour les mettre au profit du sport amateur. Il faut se saisir aussi de l'occasion offerte par l'organisation en France de l'Euro 2016 pour mettre en œuvre des actions en faveur des clubs de football amateurs et des bénévoles. Ce sont nos 10e et 11e propositions. Parmi les bonnes pratiques observées dans le cadre des partenariats avec des entreprises, nous proposons d'intégrer dans les conventions de partenariat un volet sport pour tous, qui traite de l'éducation par le sport, du soutien au sport amateur ou de l'intégrité du sport. Nous faisons référence dans le rapport à un modèle de convention, notamment qui est porté par la Française des Jeux. Enfin, nous estimons qu'il convient de diversifier les sources de financement du sport. Il faut d'abord maintenir les dépenses fiscales de la mission sport, jeunesse et vie associative ayant un impact avéré dans le développement du sport. Nous proposons de développer et d'inciter à la création de fonds de dotation
et de faire bénéficier le sport du Fonds de l'innovation sociale dans le cadre du développement de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des annonces qui ont été faites récemment par le gouvernement. Enfin, nous souhaitons que soit mise à l'étude la possibilité pour les collectivités territoriales, les fédérations et les associations sportives d'accéder au financement de la BPI pour les investissements sportifs. Il s'agissait de nos 3 dernières propositions. Nos travaux se sont concentrés, vous l'avez compris, sur les aspects de solidarité du sport professionnel vers le sport amateur. Le champ de l'évaluation de la MAP est bien plus large et aborde des thèmes relatifs à la gouvernance des fédérations sportives ou encore au rôle des collectivités territoriales, sujet que nous n'avons fait qu'effleurer dans le délai imparti à cette mission d'information commune. Pouvez-vous, Madame la Ministre, faire le point des travaux entrepris par l'équipe d'inspecteurs de la MAP depuis la présentation de leur diagnostic le 28 mai dernier et nous donner peut-être des éléments d'information sur les mesures envisagées à ce stade pour améliorer la solidarité entre sport professionnel et sport amateur et donc réagir à cette quinzaine de propositions que nous venons de faire. Je veux terminer en remerciant Éric Arjona, administrateur de la Commission des finances, qui m'a apporté un soutien précieux, ainsi qu'à Guénel Huette dans ces travaux. Je vous remercie. Merci à M. Juanico. Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Monsieur le député Régis Juanico, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Traoré, donc questeur, plaisir à être là aujourd'hui, au moment où vous êtes présent au sein de cette instance double cet après-midi pour ce moment qui me permet de saluer d'abord l'initiative d'organiser en marge de la loi du règlement une série de débats un peu prospectifs sur l'évaluation des politiques publiques en résonance effectivement avec le chantier de modernisation de l'action publique qui a été lancé par le gouvernement. Vous traitez, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Carrez, dans ce cadre, les zones d'éducation prioritaires comme sujet des forces armées. Je suis heureuse de constater que le sport suscite chez les députés le même niveau d'intérêt. Je salue donc le travail qui a été mené conjointement par Régis Juanico et Guénel Huette, dont j'ai bien compris qu'il était sur des travaux pratiques. Et leur rapport s'appuie sur aussi la mission d'évaluation, soutien au sport professionnel, solidarité avec le sport amateur, dont j'ai souhaité qu'elle fasse partie du premier cycle d'évaluation de politique publique que le gouvernement a lancé, et je vais y revenir. Donc cette contribution des députés, articulée autour de 15 préconisations, traitant d'une grande variété de sujets, est du coup particulièrement éclairante des enjeux auxquels nous devons répondre collectivement, gouvernement et Parlement. Sport professionnel véhicule parfois un grand fantasme, il alimente régulièrement, et pas toujours pour des raisons sportives, la chronique médiatique. Et je suis donc heureuse de l'occasion qui nous est donnée cet après-midi par les commissions des finances et des affaires culturelles d'avoir un échange sur le fond. Vous savez, la modernisation de l'action publique répond à cet impératif de renforcement de l'efficacité du modèle français de service public, repose sur 2 principes transversaux qui trouvent bien entendu à s'appliquer en matière sportive. Le premier principe, c'est celui de la concertation. Comment faire autrement si l'on veut durablement permettre le changement? Et s'agissant du sport, le modèle français ne fait que renforcer ce besoin de concertation tant il repose sur un partenariat étroit entre l'État, le mouvement sportif, les collectivités locales et le secteur de l'entreprise. Et les missions d'évaluation de politique publique, elles ont été conçues pour répondre à ce besoin d'analyse concertée de ces politiques qu'on dit à juste titre partenariales. Elles articulent donc toutes un travail d'étude mené par des corps d'inspection générale et des espaces de débat avec les parties prenantes. Et s'agissant de la mission soutien au sport professionnel, solidarité, sport amateur, elle rend compte de ses travaux devant un comité de pilotage stratégique qui associe le Comité national olympique et sportif français, les représentants des ligues professionnelles, des sportifs, des collectivités territoriales, des partenaires sociaux. 2 comités de pilotage ont eu lieu pour le lancement de cette mission d'une part,
et puis ensuite déjà pour un partage de diagnostic. Le troisième moment sera celui de septembre avec une restitution de ces travaux. La concertation ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord et parfois certains acteurs trouvent qu'on manque de concertation et qu'en même temps ils en réclament plus dans la période. J'ai fait pour ma part le choix déterminé de toujours privilégier en tous les cas le dialogue et j'essaie de m'y tenir sur tous ces sujets qui préoccupent les uns et les autres. Semaine dernière, nous installions le Conseil national du sport. Il constitue la réponse à cette demande d'une nouvelle gouvernance du sport français dans toutes ses dimensions, sport de haut niveau, développement des pratiques, économie du sport, santé, éthique, enjeux sociaux. C'est un changement important, dépassant le cercle traditionnel du sport dans sa seule dimension de pratique. Un changement indispensable pour l'avenir des politiques sportives. Il est désormais sur les rails. Le deuxième principe de la MAP, après la concertation, c'est la responsabilisation des ministres dans la réforme de l'État. Contrairement à d'autres pratiques, chaque ministre est dans la MAP responsable de sa stratégie ministérielle de modernisation. S'articule autour des programmes donc, de modernisation et de simplification, validés en comité interministériel, mais conçus en interne. J'ai pour ma part choisi de porter dans ce cadre plusieurs réformes importantes pour l'État sportif, comme celle des CREPS, comme celle du CNDS, comme celle aussi des certifications, conjointement avec les mesures donc, de simplification administrative. Les missions d'évaluation des politiques publiques, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, complètent les programmes de modernisation des ministères. Donc voilà pour le cadre. Mais je veux revenir au sport professionnel et à la solidarité avec le sport amateur. Pourquoi ce choix dans une première vague d'évaluation de nos politiques publiques? La première raison, c'est à l'évidence le fait qu'il soit mal connu, très partiellement documenté. Vous venez d'ailleurs de le rappeler, monsieur le député. Quelle est exactement l'intervention des pouvoirs publics? État, opérateurs, collectivités territoriales, quelles en sont les finalités? Sont-elles mises en œuvre, contrôlées, évaluées dans un contexte de maîtrise publique? Évoqué tout à l'heure parfois les préjugés entourant le sport professionnel. Je pourrais y ajouter la présence médiatique intense de ces acteurs qui véhiculent des messages qu'il convient à minima d'analyser sur le fond. Il m'a semblé nécessaire d'y répondre avec une première analyse sérieuse que constitue cette mission d'évaluation. La seconde raison m'a poussé à demander à ce que ce sujet fasse partie de ce cycle d'évaluation est l'exigence. L'exigence portée par le gouvernement, renforcée par le contexte économique, de transparence, d'exemplarité, de solidarité pour le sport professionnel. L'actualité européenne, parfois française, montre aussi des contre-exemples. Entendons-nous bien, je ne suis pas là pour faire quelconque morale au sport professionnel, ni contester ou freiner son droit à dégager des profits ou à participer à la compétition internationale. Nous devons au contraire l'accompagner, car il participe de l'image et de la compétitivité de la nation. Mais l'État doit répondre présent lorsqu'il s'agit aussi de prévenir des dérives qui menaceraient à terme un secteur économique entier. Regardons autour de nous, notamment pas loin, en Espagne, où des efforts considérables ont été demandés aux populations pour réduire le déficit de leur pays, où de grands clubs n'ont plus les moyens de payer tout simplement leurs impôts. La compétition sportive doit, dans ce cadre, ne pas être à ce prix. Et l'État doit aussi répondre présent pour défendre un principe immuable de notre modèle français, de l'unité du sport. Le sport ne peut être isolé, découpé en secteurs étanches, en pratiques amateurs, professionnelles, encadrées ou spontanées, en compétition, en loisirs. Le principe d'unité, il est aussi valable sur le plan financier, donc celui de la solidarité avec le sport amateur. Je crois que nous nous rassemblerons tous ici pour veiller à ce qu'une fraction d'une discipline qui devient lucrative ne confisque pas à son profit l'ensemble des recettes qu'elle génère et qui n'aurait pas été possible sans un socle amateur qui détecte les champions, qui les forme, qui en assure, dans bien des cas, la reconversion.
Il est de notre responsabilité d'alimenter, de préserver ce cercle vertueux, ce modèle français où le sport amateur et le sport professionnel ne s'opposent pas, mais se nourrissent l'un de l'autre. Je sais que ces interrogations sont partagées par les parlementaires. J'en veux pour preuve aussi la mission d'information sur le fair-play financier menée par les députés Thierry Braillard, Pascal de Guilhem, Marie-Georges Buffet et Guénaël Huette. Ils sont venus me présenter leurs conclusions il y a quelques jours et nous nous sommes retrouvés sur bon nombre de leurs propositions. J'en veux aussi pour preuve les initiatives de l'UEFA, de la Commission européenne sur le football. Le travail qui nous rassemble aujourd'hui me conforte dans cette analyse. Et pour conclure, quelques mots sur l'avancement de cette mission. Nous l'avons lancée le 26 février 2013, avec donc un premier comité de pilotage, une lettre de saisine des inspections générales, des finances, de l'administration et de la jeunesse et des sports. Le diagnostic est aujourd'hui terminé et nous l'avons partagé avec tous les acteurs le 28 mai dernier. C'est aujourd'hui le support de présentation qui est annexé au rapport des députés que vous avez. Les inspecteurs ont également proposé un ensemble de pistes de réforme, dont j'ai retenu une partie pour la phase d'approfondissement, qui doit se terminer par la restitution finale en septembre prochain, fait l'objet d'une seconde lettre de mission de ma part. Le débat de ce jour intervient donc à un moment particulier. Je ne suis pas en mesure de discuter des préconisations de la mission, dans la mesure où elles ne sont pas finalisées. Les inspecteurs y travaillent, elles seront ensuite débattues, le gouvernement fera ses choix sur ce qu'il estime devoir être mis en œuvre. Nous n'en sommes pas encore là. Mais ce débat est l'occasion de partager le diagnostic du soutien au sport professionnel. Il nous donne à voir un tableau du sport professionnel qui est très marquant à plusieurs égards. La diversité des situations, tout d'abord. Nous le savions tous ici intuitivement, mais la mission montre à quel point les modèles économiques, les modèles de gestion, le potentiel de ressources sont extrêmement variables d'une discipline à l'autre, mais aussi d'une division à l'autre au sein d'un même sport. Cette diversité, elle appelle de notre part des réponses adaptées et sans aucun doute différenciées. C'est un premier enseignement important. Diversité, certes, mais une constante aussi, la relative fragilité. Les causes ne sont pas les mêmes, mais le constat est identique. La situation financière des structures professionnelles, sans être partout préoccupante, est fragile. C'est en particulier les recettes du sport professionnel qui sont aléatoires, les subventions publiques pour des disciplines les moins médiatiques, des droits TV, par exemple pour le football. Le traitement du sport professionnel comme une activité économique identique aux autres, qui doit assurer son autosubsistance par sa seule activité, est encore loin de nous. Peu de secteurs privés commerciaux pourraient se permettre autant d'aléas dans leurs revenus sans être menacés à court terme. Nous ne pouvons continuer à ignorer cette situation. Le sport professionnel doit sécuriser et diversifier ses recettes. Il doit, lorsque cela est possible, créer de la valeur à long terme et adapter ses outils de régulation aux enjeux économiques. L'ampleur du diagnostic ne permettait pas de demander à la mission, dans des délais contraints, d'embrasser l'ensemble des sujets. J'ai donc fait le choix, après en avoir débattu avec l'ensemble des acteurs autour de la table, des axes de réforme à expertiser. Cela n'interdit pas d'engager d'autres chantiers sous diverses formes. Depuis un an, je suis saisi de nombre d'entre eux. D'autres initiatives suivront, pourront trouver leur traduction dans le projet de loi d'orientation pour le sport qui vous sera présenté en 2014. J'ai donc demandé aux inspecteurs de nous aider dans un premier temps à progresser sur la gouvernance et la régulation du secteur. Cela nous amène au rôle essentiel des pouvoirs publics. Les finalités sont, je le crois, bien explicitées. La performance sportive de la nation, le développement du sport, l'emploi, l'ordre public, l'éthique et la transparence. Comme l'avait parfaitement bien montré la Cour des comptes en janvier dernier, l'adéquation entre ces objectifs et les moyens employés n'est pas optimale. Je pense notamment au CNDS. Je me félicite dès l'été 2012 d'avoir engagé un profond recentrage, un chantier complexe à plusieurs dimensions, à la fois le redressement financier, la sécurisation des recettes, le ciblage des interventions. Il est engagé et devrait connaître une nouvelle étape majeure à l'automne,
avec l'aboutissement de la réforme de ces critères d'intervention. Mais je pense aussi au rôle des collectivités territoriales, majeur pour le sport professionnel. Il pourrait, nous dit-on, être mieux évalué. Le sujet est d'abord de faire mieux, de renforcer la transparence vis-à-vis des citoyens, de limiter les risques pesant sur les contribuables locaux. Mais je veux aussi rassurer les élus, il n'y a pas d'agenda caché visant à brider à terme la capacité des collectivités à soutenir les clubs professionnels. La question des équipements sportifs, on le voit bien, est cruciale. Il faut sans doute trouver un meilleur équilibre dans le financement de leur construction, dans le partage des risques, dans les conditions de leur exploitation. Je termine sur la solidarité avec le sport amateur. C'est, vous le savez, un axe privilégié par le gouvernement. Elle existe dans bien des situations, mais à l'image des réalités du sport professionnel, ces modalités sont très hétérogènes et trop peu lisibles, et même parfois inversées, où le sport amateur finance le sport professionnel, comme l'a montré la Cour des comptes. J'ai donc demandé aux inspecteurs de nous éclairer sur les outils, notamment juridiques, qui pourraient nous aider à mieux définir cette solidarité, à la faire jouer pleinement, plus systématiquement, sans menacer l'équilibre du secteur professionnel. La question de la formation est importante ici. Elle doit trouver un juste retour lorsque les sportifs qu'elle permet de faire émerger génèrent ensuite d'importants gains financiers pour leur club. Donc mieux définir le sport professionnel et sa diversité, faire progresser les conditions de sa régulation, clarifier et sécuriser l'intervention des collectivités territoriales, en particulier sur les équipements, rendre plus opérationnels et transparents les liens de solidarité avec le sport amateur. Voici les chantiers que nous approfondirons dans le cadre de cette mission et qui sont pleinement en résonance avec l'ensemble de vos travaux que vous avez menés dans le cadre de cette loi de règlement. Et puis, peut-être après, Monsieur le Président, les interventions des uns et des autres, je reviendrai sur les propositions plus précisément qui sont celles évoquées dans votre rapport. Très bien, merci Madame la Ministre. Alors nous avons quelques intervenants en effet. J'ai tout d'abord Monsieur Hetzel. Pardon, merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais effectivement revenir sur un point qui est développé par le rapport de l'Inspection générale des finances et les deux autres inspections et qui aborde la question de l'autonomie financière du sport professionnel. Donc il y a un certain nombre de préconisations qui sont effectuées pour suivre la banalisation du statut des sociétés sportives, harmoniser les conditions de la concurrence entre clubs professionnels, etc. Enfin, je ne vais pas les énumérer ici. En fait, j'avais deux questions qui concernent directement le gouvernement. La première, comment comptez-vous opérationnaliser ces recommandations? C'est-à-dire, est-ce que vous en tenez compte dans l'élaboration, par exemple, de la loi de finances pour 2014? Ça, c'était le premier point. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup frappé dans le travail qui a été réalisé, qui est un travail de qualité, qui est celui des inspections, c'est qu'on a quand même l'impression qu'on est extrêmement centré sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Hexagone. Et je trouve qu'on néglige complètement le fait que dans certains sports, on soit à minima dans un espace européen et dans certains cas, y compris dans un espace mondial. Et donc, c'est quelque chose, on a souvent affaire à cette difficulté-là, même lorsque nous mettons en place des politiques publiques, y compris incitatives en France, lorsque celles-ci ne sont pas suivies à une échelle européenne et a fortiori à une échelle plus large, eh bien finalement, le résultat attendu ne sera pas en mesure d'être justement obtenu. Et donc, ce sont deux aspects qui me semblent quand même essentiels et sur lesquels il me semblait intéressant de vous entendre. Je vous remercie. Merci. Alors, nous avons de nombreux intervenants. Monsieur De Guilhem. Oui, merci Monsieur le Président. Ce sera sans doute une intervention rapide puisque, d'une part, sur le rapport et l'exposé fait par notre rapporteur Régis Juanico, j'en partage à la fois et le diagnostic et les préconisations, même si sur certaines dont nous avons discuté, nous pouvons avoir encore du débat,
quant aux modalités de mise en œuvre, qui pourraient être mises en œuvre. Et puis, Madame la Ministre, sur l'analyse que vous faites aujourd'hui de la situation, à la fois de votre ministère, des opérateurs, des acteurs du sport, bien entendu, nous sommes tout à fait en accord. Mais sur le sujet dont nous traitons aujourd'hui, et puisque nous-mêmes nous sortons de l'établissement d'un rapport qui finalement a aussi abordé ce type de questions, a abordé la question de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, et puis dans le prolongement aussi du rapport de la Cour des comptes. Vous voyez, ça fait finalement beaucoup de choses aujourd'hui qui mettent en avant que cette question est réellement posée. Et pourtant, chaque fois qu'elle est posée, il y a de la suspicion. Il y a de la suspicion. Il y a une suspicion qu'on a pu mesurer, je ne sais pas si le rapporteur Jean-Nico a pu le mesurer lors de ses auditions, mais il y a toujours de la suspicion. Parce que la question de la solidarité, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine, sur des moyens, entre le sport professionnel et finalement le sport qui émarge de la sphère publique, met toujours les uns ou les autres en dépendance. En réalité, ce n'est pas ça la question. La question, c'est de sauver un modèle, c'est d'apporter des solutions et de proposer des solutions et d'accompagner des secteurs qui peuvent être en difficulté. Madame la Ministre l'a rappelé à l'instant. Le modèle professionnel ne va pas bien, est en difficulté. Et il s'agit d'apporter des réponses ou de tenter d'apporter des réponses, certes, avec les moyens qui sont ceux développés par les ligues professionnelles, la mise en avant de leurs projets, mais aussi par le rôle à un moment donné régulateur nécessaire, même si d'aucuns se défendent du besoin de régulation. Le besoin de régulation existe réellement. Nous en avons fait référence dans notre rapport, je crois que c'est aussi sous-jacent dans le rapport de Régis Juanico, et le rôle régulateur est celui de l'État. Et celui de l'État, et je crois qu'il ne doit pas être mis de côté aujourd'hui, même si aujourd'hui l'émergence de nouveaux types de pratiques, les paris, les questions de dopage, la professionnalisation d'un certain nombre de sports, l'internationalisation à laquelle faisait référence à l'instant Patrick Hexel, fait qu'aujourd'hui, effectivement, le rôle de régulation de l'État se situe dans un espace quelque peu différent. Mais il est nécessaire. L'État, et je crois que chacun l'a dit et redit, doit conserver ses prérogatives de pilote et de stratège. C'est fort de cette politique que nous pourrons, bien entendu, et je ne refais que reprendre les mots de Valérie Forneron, dans une concertation bien comprise et bien acceptée par tout le monde, que nous pourrons avancer sur ce domaine. Il y a des questions primordiales aujourd'hui qui concernent les solidarités entre le sport professionnel et le sport amateur. Elles ont été largement identifiées, il faut que nous nous y intéressions. Non seulement parce que aujourd'hui les recettes du CNDS doivent être confortées. C'est un impératif aujourd'hui si nous voulons mener une politique ambitieuse de sport pour tous, de sport pour le plus grand nombre, qui est le recentrage essentiel de l'action publique de l'État. Sur cette base-là, effectivement, les pistes qui ont été abordées ne pourront pas être différées au-delà de 2013. Il faut qu'elles soient réellement prises en compte. Il faut que les ressources du CNDS, Madame la Ministre, soient confortées, soient réellement, et que l'État, bien entendu, dans les discussions avec l'ensemble de ses partenaires, puisse être le moteur d'une action publique de l'État rénovée pour le bien à la fois du sport professionnel, mais bien entendu de l'ensemble de la pyramide du sport en France. Merci, Madame Langlade. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur une problématique qui me tient à cœur et trop souvent reléguée au second plan, le financement de la féminisation du sport. Les chiffres sont éloquents. On ne compte aujourd'hui qu'une seule femme présidente de la Fédération olympique et aucune femme directrice technique nationale. Sur 12 fédérations, approche la parité dans leur comité directeur. Les clubs féminins, de plus, continuent de subir de graves déséquilibres de financement, tant de la part de sponsors privés que de subventions publiques par rapport aux clubs masculins de même niveau. Sur les 141 membres du CIO, on ne recense que 16% de femmes. 85% de la couverture médiatique est consacrée aux sportifs. Je vais arrêter l'énumération peut-être. Et 9% des articles de presse sportive sont signés par des journalistes femmes. Ce constat, Madame la Ministre, je pense que vous l'avez fait vous aussi.
votre collègue Najat Vallaud-Belkacem a lancé les États généraux pour le monde sportif, proposant une feuille de route ambitieuse pour favoriser l'égalité à tous les niveaux. Je souhaiterais vous interroger sur les moyens d'action et vous poser 4 questions. La visibilité d'un sport est le vecteur le plus important pour attirer des financements. Le décret Télévision sans frontières de décembre 2004 prévoit que 28 événements émargent dans cette catégorie. Parmi eux, 5 sont mixtes et 5 uniquement féminins. Est-il envisagé de le modifier pour y faire entrer le football ou le rugby féminin? Où en sont les concertations avec la Commission européenne? Deuxième question, le financement du sport féminin passe aussi par sa représentation dans les instances sportives. La loi prévoit une représentation proportionnelle dans les instances dirigeantes en fonction du pourcentage de licences féminines de plus de 18 ans. Près de la moitié des fédérations sont donc hors la loi parce qu'uniquement les femmes sont représentées à 52%. Est-ce que des sanctions sont prévues? De quelle nature sont-elles? Et surtout, comment bousculer les conservatismes? Troisième question, quel bilan pour les subventions au développement du sport féminin, notamment au regard des chiffres que j'évoquais tout à l'heure et que j'ai cités plus haut? Et quatrième et dernière question, quel bilan tirez-vous des plans de féminisation qu'ont pu mettre en place certaines fédérations qui contrôlent leur bon déroulement et qui s'assurent surtout que les objectifs sont tenus? Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Mais il est heureux, Madame Langlade, que l'insuffisance de la représentation des femmes dans les fédérations soit amplement compensée par les exploits de nos sportives. Parce qu'il y a une semaine, c'était une équipe de femmes qui était en finale de la Coupe d'Europe, et samedi dernier, c'était une femme qui a gagné le titre le plus prestigieux à Wimbledon. Je tiens à le souligner. Monsieur Darmanin. Et puis, Monsieur le Président, la ministre elle-même est une femme, donc je pense que le sport est bien représenté également. Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, je voudrais revenir sur à la fois votre proposition numéro 12 et puis votre signalement des collectivités territoriales, même si j'ai bien compris que vous n'avez pas eu le temps, vu le délai imparti, de vous y intéresser plus amplement. Finalement, une grande partie de l'argent dépensé, l'argent public dépensé, puisque c'était le souci que vous nous aviez présenté, Madame la Ministre, lors de l'audition que nous avons eue à la Commission des Affaires culturelles lors de la discussion du rapport de la Cour des comptes, était qu'évidemment beaucoup de collectivités locales sur certains sports, notamment je pense au volley, au basket, au handball, mettent beaucoup d'argent public, parfois sur des budgets d'1,5 million, plus de 2 tiers, voire 70% d'argent public pour le fonctionnement d'un club professionnel. Je vois que la proposition numéro 12 du rapporteur, enfin des rapporteurs, serait d'intégrer dans les conventions des volets sport pour tous. Ils existent souvent lorsque une ville, une région, une agglomération a un club professionnel, mais parfois ça fonctionne très bien, parfois ce n'est simplement que du pur affichage. Vu les montants très importants d'argent public donnés par les collectivités locales à ces sports professionnels, à ces clubs professionnels, comment voyez-vous, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, la façon dont l'État pourrait inciter, si ce n'est obligé, les collectivités locales à mettre effectivement le sport pour tous au cœur de subventions du sport professionnel pour que cela revienne concrètement, effectivement, au plus grand nombre. J'ajoute que souvent, lorsqu'un club de volley-ball, un club de handball, un club de basket est subventionné par une grande ville, une ville moyenne, disons, ce montant de subvention est souvent supérieur à la dotation donnée à l'ensemble des clubs sportifs amateurs de la ville. Donc c'est aussi une question d'affichage politique. Oui, on aide le sport professionnel et le sport professionnel lui-même doit s'intégrer dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, auprès des associations sportives ou auprès des équipements sportifs. Merci, Monsieur Darmanin. Madame Tolmont. Bon. Alors, j'ai Monsieur Ménard. Oui, merci, Monsieur le Président. Les fédérations sont délégataires de l'État pour l'organisation de leur discipline. Le rapport présenté aujourd'hui fait des propositions pour améliorer la solidarité entre sport professionnel et sport amateur. Le rapport préconise par ailleurs de tenir compte dans les critères d'attribution des subventions du CNDS de l'importance des ressources propres et de l'économie du secteur professionnel des fédérations concernées. Mais qu'en est-il du contrôle de chacune des fédérations par l'État afin que les adhérents des clubs et les comités départementaux ne soient pas excessivement appelés à contribuer au budget
des fédérations. C'est un reproche qui est souvent fait au niveau local. Si vous pouviez nous apporter quelques précisions. Merci. Merci, Monsieur Reiss. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais d'abord souligner la qualité du travail qui a été réalisé dans le cadre de ce rapport d'information sur la politique de soutien au sport professionnel. Je pense aussi politique de soutien au sport amateur et les solidarités entre le sport professionnel et le sport amateur et inversement. Donc ça a déjà été évoqué d'ailleurs. Ce sont des questions passionnantes, ce sont souvent des débats passionnés et avec, comme l'a dit Pascal de Guilhem tout à l'heure, souvent de la suspicion dès qu'il y a des réussites un peu hors normes de la part de certains clubs ou de la part de certains sportifs. Alors il y a de bonnes choses dans ce rapport et puis bon, la proposition numéro 1 de créer un observatoire national de l'économie de l'évolution du droit du sport me semble une excellente chose. Le rapporteur tout à l'heure, Régis Juanico, nous a dit que le sport était un réel moteur de croissance et j'allais ajouter aussi qu'il y a un réel impact sur le moral de nos concitoyens. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je crois que c'était une dimension non négligeable. Donc il en va derrière tout ça du bon usage de l'argent public et quand on parle souvent d'exemplarité, il est évident qu'il faut se poser les bonnes questions sur les rôles, notamment, la ministre l'a évoqué, des collectivités territoriales. Et on voit souvent les conseils généraux qui soutiennent le sport et qui l'affichent d'ailleurs grandement dans les manifestations. La question qu'on peut se poser, ces conseils généraux ont-ils encore les moyens de leur politique qu'ils voudraient bien mettre en œuvre à ce niveau-là? Alors, Madame la Ministre, vous avez évoqué la santé, l'éthique, les enjeux sociaux, le contexte économique. Et je voudrais, par rapport à la proposition numéro 11, dire, quand on dit qu'il faut essayer d'utiliser l'organisation de l'Euro 2016 pour mettre en œuvre des actions en faveur des clubs de football amateurs, ayons présent à l'esprit ce qui est au Brésil en ce moment, pour voir que derrière, il y a peut-être des dimensions qu'il ne faudra pas négliger à côté de cela. Et enfin, dernière question, on a évoqué un certain nombre de choses dans le rapport, mais je pense qu'entre solidarité sport amateur, sport professionnel, on peut également mettre la dimension de pouvoir concilier du sport de haut niveau, souvent amateur, avec un parcours d'études ou de professionnalisation et avec une grande difficulté en France pour concilier les deux choses. Merci, Monsieur Léoté. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le rapport d'information préconise d'engager une réflexion sur la faisabilité et les conditions juridiques et économiques de la propriété des enceintes sportives par des clubs professionnels. Tout comme d'ailleurs la MAP de soutien au sport professionnel et des solidarités avec le sport amateur. La semaine dernière aussi, dans le cadre de l'examen du rapport de la mission d'information sur le fair play financier dans les clubs de football professionnels, cette question a aussi été abordée et vous l'avez vous-même évoquée lors de votre intervention. Est-ce que vous pourriez, Madame la Ministre, nous préciser les intentions du gouvernement concernant la problématique qui trouve actuellement un écho tout particulier à travers l'annonce de la relégation en DH d'un club qui est celui du Mans. En effet, dans ce cas-là, la construction de l'équipement avait coûté en 2010 104 millions d'euros, dont 31 millions qui étaient financés par la ville dans le cadre d'un PPP. Si cette décision avait du sens pour un club qui évoluait à l'époque en L1, la pertinence est moins évidente pour des compétitions en DH. En outre, le constructeur avait également prévu une clause qui l'autorisait à résilier le contrat de concession dans un délai de 6 mois si le club devait redescendre en national ou en dessous. La résiliation s'accompagne alors d'une compensation financière qui est très élevée de plusieurs dizaines de millions d'euros à la charge du contribuable. Alors face à cette situation et dans le contexte de nos finances publiques et locales, on peut se poser la question de savoir si c'est aux contribuables de financer l'aléa sportif qui peut lourdement affecter les budgets. Alors, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les pistes actuellement envisagées par votre ministère afin de concilier à la fois les intérêts des clubs sportifs ainsi que ceux des collectivités territoriales, notamment dans l'exercice de leur mission d'intérêt général qui est le sport pour tous. Merci. Merci, chers collègues. Il faut que nous gardions en réserve quand même quelques questions pour la commission élargie de préparation du budget 2014. Voilà. Oui. Alors, Madame Bourguignon.
Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, messieurs les rapporteurs, enfin Monsieur le rapporteur, moi je voulais d'abord souligner la qualité du travail de cette mission d'information par les rapporteurs Juanico et Huette qui permettent d'étayer notre réflexion commune autour de la nécessaire solidarité entre sport professionnel et sport amateur. Depuis plusieurs années, force est de constater pourtant que les politiques publiques n'ont pas toujours servi l'intérêt général. Les inégalités d'accès à la pratique sportive se sont accrues, ainsi que les disparités territoriales. La solidarité est devenue exception. Madame la Ministre, je me permets au passage et dans ce contexte, et comme vous venez de le rappeler, votre méthode, je tenais à saluer cette démarche qui est entreprise par vous-même et votre ministère, tant sur le fond que sur la forme, ainsi que sur la méthode. Le fond, c'est votre souhait de remettre en place une véritable politique publique du sport, en tenant compte justement de la nécessaire réorganisation et en tenant compte surtout des préconisations de la Cour des comptes qui pointaient ces dérives du financement public en direction trop souvent du sport professionnel au détriment de l'intérêt général. La méthode, par l'évaluation des politiques publiques d'abord, comme celle entreprise cet après-midi, et aussi l'installation officielle cette semaine du Conseil national du sport, cette approche partenariale du sport qui n'aurait jamais dû être abandonnée. On se souvient, ou peut-être ici certains s'en souviennent, du CNAPS qui était présidé par Madame Edwige Avis et créé par la loi de 1984. Cette volonté de créer une instance de concertation avec tous les acteurs du monde du sport, acteurs ou associés, va dans le bon sens. Je tiens à souligner la pertinence d'y avoir associé surtout les collectivités territoriales, principales financeurs sur les territoires du sport aujourd'hui, mais qui n'avaient pas voix au chapitre et qui, par leur intervention, ont permis pourtant de maintenir une pratique sportive sur tous les territoires. Je sépare des préconisations du type des missions d'information telles que cet après-midi, par ce travail de concertation avec tous les acteurs, par une réorientation des politiques publiques que nous obtiendrons une solidarité nécessaire et souhaitable. Je reviendrai pour ma part sur l'intérêt de certaines préconisations. La préconisation relative à la création d'outils de mesure et d'analyse de l'impact économique et social du sport est excellente. Ensuite, l'évaluation de l'impact réel des mesures fiscales de réduction d'impôts au titre des dons, près de 2 milliards d'euros, sur la promotion et le développement de la vie associative sportive est également une proposition très opportune. Et puis, nous ne pouvons qu'adhérer aux deux propositions relatives à l'extension de la taxe Buffet et au prolongement du prélèvement exceptionnel sur les mises de la Française des Jeux. C'est en effet l'un des seuls moyens de restaurer les finances d'un CNDS laissé exsangue par les dernières années. Le CNDF, c'est quand même le seul outil pertinent et régulateur par essence. Ça rejoint un peu les préconisations du rapport présenté par mon collègue de Guilhem d'ailleurs, sur la nécessaire régulation. Quand on parle de nécessaire redéploiement et solidarité, on parle d'abord régulation. Et puis la dernière partie qui concerne l'implication des collectivités territoriales, comme je le soulignais par le Conseil national du sport, certes, peut-être sera à réorienter et à approfondir, notamment dans la perspective d'une meilleure répartition des responsabilités des différents acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques. Quelles seront, à votre avis, les orientations préconisées par la mission d'information que vous privilégierez? C'est dur à dire. Merci. Merci. Alors, nous avons encore plusieurs intervenants et je rappelle, on doit avoir terminé à 16 heures. Il faut laisser le temps à Madame la Ministre de répondre. Alors, j'ai Monsieur Goua, Madame Rabin, Monsieur Braillard. Et Madame Pires-Bonne. Merci, Président. Madame la Ministre, effectivement, j'ai beaucoup apprécié cette mission d'information et il ne convient pas d'opposer sport de haut niveau et sport de masse. Je crois qu'on n'a pas de sport de masse si on n'a pas de sport de haut niveau. Par contre, j'ai quelques interrogations. La première étant le suivi des fédérations, comme l'a indiqué mon collègue Ménard, parce que nous sommes... quelquefois, on a l'impression d'un peu du racket de la part des fédérations, notamment de la fédération la plus connue, celle du football. Et je crois qu'il faudrait quand même regarder un peu ce qui s'y passe. Moi, j'avais préconisé l'an passé
d'augmenter la taxe sur les jeux en ligne pour alimenter le CNDS, parce que je considère que ce serait peut-être moral, si tant est qu'il puisse y avoir une morale dans les jeux en ligne, mais ça permettrait effectivement peut-être d'aider les jeunes de nos quartiers. Et puis, je voulais me rapprocher de la proposition 4 d'élargissement de la taxe Buffet aux droits de retransmission cédés à des diffuseurs français. J'espère que le nouveau diffuseur est bien de droit français. Il est en train de déstabiliser totalement les retransmissions et il serait peut-être intéressant de regarder les sommes astronomiques qui sont données et peut-être voir comment on pourrait en redistribuer une partie au sport amateur. Merci. Merci. Madame Rabin. Merci, Monsieur le Président. Je reconnais dans ce rapport évidemment le travail de notre collègue Régis Juanico qui s'était beaucoup exprimé à l'époque de la construction du budget 2013 sur ces questions sportives et notamment sur le CNDS. Je voudrais intervenir sur le CNDS. Je pense que c'est vraiment un outil de réduction des inégalités et je voudrais dire à quel point les mesures de confortation 4 et 5 me paraissent indispensables. Je voudrais pourtant dire que, comme pour le FISAC, la distribution du CNDS doit absolument être critérisée et il me semble que cela pourrait être réfléchi, Madame la Ministre, avec le ministère de l'Égalité des Territoires, puisqu'il existe sur notre territoire des directives territoriales d'aménagement qui mettent en valeur le rôle fédérateur des communes moyennes qui sont au centre de bassin de vie et qui méritent d'être confortées, notamment quand il y a des établissements scolaires type collège et lycée sur leur territoire. Donc il me semble qu'un travail approfondi doit être fait sur la critérisation et je suis sûre que vous trouverez des parlementaires pour vous y aider. Merci. Madame Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Je m'associerai à tous les remerciements qui ont déjà été prononcés à l'égard de notre collègue Régis Juanico. Et je voudrais intervenir très rapidement sur 3 points. Le premier sur le sport féminin, même si ma collègue est déjà intervenue. On parle beaucoup, Madame la Ministre, d'inégalité salariale hommes-femmes. Je crois que ces inégalités, elles sont encore plus fortes dans le sport. Bien moins médiatisé, le sport féminin ne génère pas de revenus suffisants pour concurrencer évidemment son équivalent masculin. Un seul exemple, les footballeuses de l'équipe de France ont reçu une prime de 7 000 € pour leur qualification en demi-finale, quand une négociation de 300 000 € avait été obtenue pour l'équipe masculine en cas de qualification à la Coupe du Monde. Le sport féminin souffre également d'une sous-représentation dans les instances au niveau de l'encadrement. Ma collègue l'a développé, je ne vais pas y revenir. Le deuxième point concerne les normes imposées aux collectivités. La plupart des équipements sportifs appartiennent, la grande majorité en tout cas, appartiennent aux collectivités et principalement au bloc communal, communes et EPCI. La mise aux normes incombe donc aux propriétaires, à ces collectivités. Par contre, la détermination de ces normes, elle est largement décidée par les fédérations sportives. Et dans le contexte actuel, Madame la Ministre, je crois qu'il faudra encore un peu plus encadrer le pouvoir normatif fédéral, me semble-t-il. Enfin, le troisième point, très rapidement, concerne le sport handicap, même s'il n'est pas abordé dans ce rapport. Je crois qu'il serait souhaitable que les dépenses prises en charge par les fédérations que ce périmètre des dépenses et des charges soit le même pour le sport handicap que pour le sport classique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce sont les clubs supports qui se trouvent à devoir prendre en charge ces dépenses-là. Je vous remercie. Merci. Et dernier intervenant, Monsieur Braillard. Merci. À mon tour, je voulais féliciter Régis Juanico et Guénel Huet qui est sur les routes du Tour de France, parce que je trouve que ce rapport d'information est totalement complémentaire à celui qui a été rendu il y a une semaine, ce qui veut dire qu'en travaillant sur différents aspects, on arrive aux mêmes conclusions, donc ce qui est plutôt bon signe sur la vision qu'on peut avoir par rapport au sport professionnel et au sport amateur. En ce qui concerne plus particulièrement le football, je crois que nous avons proposé, et ça
retranscrit dans ce rapport le fait que, par exemple, sur les montants des transferts, un pourcentage pourrait être pris sur le montant des transferts pour être reversé au club formateur du footballeur, ce qui serait un bon retour par rapport à la formation qu'il y a à mettre en avant. Concernant la proposition numéro 10, je voulais faire une remarque parce qu'on a un bon exemple et un très mauvais exemple. Le très mauvais exemple, et Pascal de Guilhem, j'espère, ne m'en voudra pas, vient du rugby et de la Coupe du Monde organisée en France en 2009, qui a ramené rien du tout aux collectivités qui ont aidé à l'organisation dans une atmosphère un peu particulière. La Fédération française de rugby a gardé tous les gains et il n'y a eu aucune redistribution pour permettre d'investissement d'infrastructures. Le bon exemple, c'est ce qui s'était passé avec le fonds Sastre, parce que pour faire partie du Club des villes, et Régis, tu en fais partie aussi, enfin pas directement mais indirectement, le Club des villes organisatrices de l'Euro 2016 sont en train de recréer un fonds Sastre, mais j'avoue qu'il ne faudrait pas que les seuls investissements aillent dans les villes qui accueillent l'Euro, parce que ça serait pénaliser celles qui n'accueillent pas l'euro. Donc l'idée du fonds Sastre était un fonds de mutualisation qui pouvait être étendu à la France entière, et je pense que c'est une très bonne idée. Troisième point, je crois extrêmement important, et je le vois à travers le rapport, on a fait une proposition sur le foot, le rugby est venu, mais je crois qu'il faudra peut-être l'imposer de façon générale, c'est les fameux jeunes issus de la formation qui sont sur les listes, sur les feuilles de match. On ne peut plus tolérer, et je vais prendre un exemple très précis, ce qui se passe à Cannes, parce qu'on va comme ça sortir du foot et du rugby, ce qui se passe à Cannes en volley, où sur l'équipe type, il n'y a personne qui est formé à Cannes, et ce sont cinq personnes qui proviennent de l'Union européenne, voire même d'Amérique latine. C'est pas ma vision, et je pense qu'elle est partagée, du sport professionnel, ce n'est pas ça. C'est l'idée d'avoir un jeune qui a commencé à 10 ans et parce qu'il était talentueux, il joue un jour dans l'équipe 1. Donc si on n'impose pas ces jeunes issus de la formation sur les feuilles de match, on laissera place à ces mercenaires du sport qui viennent une année à tel club, une autre année à tel club, et qui pèsent ensuite sur la qualité des équipes nationales, puisqu'une étude récente a montré, et le rugby là, le montre aussi, qu'à force de voir ces jeunes ne pas jouer au haut niveau, eh ben, on s'en ressent au niveau de l'équipe nationale. Quatrième point, pour aller dans le sens de votre proposition numéro 15, sur les investissements, je pense qu'il serait bon aussi qu'on se pose la question de voir si ça pourrait être la Caisse des dépôts, s'il ne pourrait pas y avoir la création d'un fonds d'avance par rapport aux clubs amateurs. Je m'explique, excusez-moi, je suis un peu long, Président. L'idée, c'est que beaucoup de clubs ont des problèmes de trésorerie, car il y a un problème de saisonnalité. C'est-à-dire qu'un club fonctionne sur une saison sportive, alors que nous fonctionnons, nous, en collectivité, sur l'annualisation. Ce qui veut dire que souvent les subventions versées au club sont versées en début d'un mois, au niveau de février-mars de l'année en cours, et quasiment en fin de saison, ce qui crée des problèmes de trésorerie. Et souvent, des clubs sont obligés de daïser les subventions publiques. Donc si on pouvait avoir un fonds qui éviterait de passer par l'opération DAI, qui est coûteuse, et qui garantirait par une avance d'une subvention versée par une collectivité, je pense que ça serait bien. Enfin, je vais terminer par un sujet, non pas qui fâche, mais moi qui m'interpelle, parce que j'avoue que je suis un peu surpris par l'abondance des déclarations. Dans votre rapport, on a du mal à un moment donné à sentir finalement quel est le vrai rôle du CNOSF. Alors, le président du CNOSF se répand partout en ce moment qu'il a un projet, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un rôle important, le CNOSF. C'est notamment celui de faire le lien entre le jeune qui est très bon en amateur et qui va pouvoir un jour briller sur les couleurs olympiques et défendre les couleurs françaises. Et j'avoue qu'il n'y a pas une proposition où le CNOSF est impliqué, et j'aimerais savoir pourquoi. Merci, Madame la Ministre, et puis Monsieur le rapporteur. Voilà, sur ces très très nombreuses et très diverses questions. Et je crois qu'on a embrassé la quasi-totalité de la politique sportive. Effectivement, des questions nombreuses. J'essaierai d'y répondre, peut-être pas méthodiquement, mais en tous les cas de couvrir par mes réponses l'ensemble de vos interrogations. Les premières étaient celles du député Hetzel qui nous a quittés, mais
souhaitait savoir quel était le calendrier par rapport à la mission d'inspection conjointe. Donc, je l'ai évoqué, c'est septembre. Donc, on attendra, je veux dire, l'ensemble de leurs conclusions en septembre. Donc, on sera à l'évidence court pour le PLF 2014 et on sera plutôt présent à la fois dans la loi qui sera examinée au Parlement en 2014, des conséquences qui seraient législatives, un certain nombre de positions que nous pourrions prendre. Sur la dimension internationale, elle ne nous a pas échappé. Sur la mission en question, j'avais souhaité qu'il puisse y avoir un peu un comparatif international on entend souvent, je veux dire, des débats autour de fiscalité extrêmement différentes, d'approches extrêmement différentes. Les inspecteurs n'ont pas eu le temps de faire l'ensemble de cette dimension internationale. Ça ne veut pas dire, qu'il faut se priver de ce qu'on peut faire nous et de se dire que, finalement, parce qu'on n'a pas assez encore de dimension internationale, on ne s'intéresse pas à ce qu'on peut déjà nous améliorer. Je pense que c'est un peu le thème aussi de votre rapport. On voit bien qu'elle pèse de façon considérable dans un certain nombre d'enjeux qui ont été évoqués ici dans les questions. La fragilité économique, on l'a vu et on l'a vu dans le rapport sur le fair play financier. Aujourd'hui, cette fragilité économique, elle est réelle et elle est traitée. Sur le football, elle est traitée au niveau, en ce moment, de l'UEFA, la prise en compte du fair play financier par l'UEFA, mais on voit aussi, et je voudrais ici dire toute l'attention qu'a de plus en plus la Commission européenne par rapport aux aides publiques sur le sport professionnel. Et on le voit dans le dossier de l'Euro 2016 et dans l'ensemble, je veux dire, des financements publics qui sont apportés aux grands équipements. Cela nous ramène à ce débat sur, je veux dire, à sécuriser les financements des grands équipements sportifs et la relation entre l'utilisateur et le propriétaire de l'équipement, dans le bloc communal. Et donc, tous ces enjeux-là sont extrêmement importants et de plus en plus regardés par la Commission européenne au regard des aides publiques qui sont apportées sur ces grands équipements sportifs. Venir ensuite sur les questions qui ont été posées sur la fragilité et la nécessité de mieux travailler en termes de réduction des inégalités sur les territoires, des inégalités d'accès et des critères du CNDS et plus globalement de l'avenir du CNDS. Bon, d'abord, la situation du CNDS, je ne la rappelle pas ici, mais en 2012, il y a 100 millions d'euros d'engagement de plus que les recettes, un fonds de roulement avec des exercices déficitaires 3 de suite et un fonds de roulement qui devenait négatif en 2016. Un plan de redressement voté en novembre 2012, qui est un plan de redressement extrêmement contraignant et tous les élus locaux aujourd'hui qui se rendent compte de la situation dans laquelle les moyens du CNDS du coup sont extrêmement contraints. Donc, on a aujourd'hui ce plan de redressement qui donc va jusqu'à 2016, mais qui nous impose impérativement de réexaminer ces critères d'intervention. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle la part territoriale, qui est la part la plus importante du CNDS, la part distribuée aux régions. Aujourd'hui, cette part, elle est assise sur le nombre de licenciés. Il y a une part fixe par région. Les nombres de licenciés, c'est la part la plus importante, 40%, sur la population et sur les moins de 25 ans. C'est-à-dire que 84% de l'enveloppe est répartie sans lien direct avec une inégalité de pratique sur le territoire. Donc, on a aujourd'hui la nécessité absolue, pour des publics prioritaires, pour des territoires pour lesquels il n'y a pas suffisamment, de pratique. On a besoin de rattrapage en termes d'équipement comme en termes d'accès pour des publics en difficulté, pour les personnes en situation de handicap. Nous avons besoin de réinterroger l'ensemble de ces critères du CNDS. C'est le chantier qui est engagé aujourd'hui avec les partenaires et je m'en réjouis avec les collectivités locales qui sont les premières concernées par ce chantier, avec le mouvement sportif qui, doit impérativement se mettre autour de la table pour réfléchir à l'avenir de ce CNDS. Nous l'avons fait dans un contexte à la fois de plan de redressement, mais aussi de sécurisation, et c'était une de vos questions, de ces recettes, alors que les recettes sont en ce moment en diminution du fait de la diminution des droits télé et donc des ressources de la taxe Buffet. Ces critères seront arrêtés pour qu'ils puissent être mis en application en 2014.
En ce qui concerne la sécurisation, et je reviens sur les moyens du CNDS et l'Euro 2016, vous recommandez dans votre rapport, et vous l'avez évoqué, de prolonger le prélèvement exceptionnel sur la Française des Jeux pour être à la hauteur des engagements qui avaient été pris sur les stades de l'Euro 2016. Aujourd'hui, nous sommes donc avec des engagements qui ont été pris à la hauteur de 160 millions d'euros et, vous le savez, des recettes qui sont simplement à la hauteur de 120 millions d'euros. Par ailleurs, il y avait des engagements qui avaient été annoncés sur des grands équipements comme les arénas, et tout ça pèse sur le plan de redressement que nous avons voté. Donc, il était à la fois indispensable de sécuriser l'avenir des recettes du CNDS, ce qui est fait, mais il était également indispensable d'avoir l'assurance que toute dépense au-delà des 120 millions d'euros pour les stades de l'Euro 2016 ne pèse pas sur le sport amateur et donc soit gagée par des recettes affectées. Est-ce que ce sera un prolongement des 0,3 %? Les modalités ne sont aujourd'hui pas encore arrêtées. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas à la date d'aujourd'hui quel sera finalement l'engagement total du CNDS pour les stades de l'Euro 2016. Il a été affiché à 160 millions. Il est aujourd'hui avec une recette de 120. Il y a aujourd'hui 138 millions d'euros d'engagés, mais vous le savez, le stade de Lens n'était pas bouclé, etc. Donc nous ajusterons les recettes en fonction des dépenses qu'il y aura à prendre, mais ces dépenses ne pèseront pas, elles ont déjà suffisamment pesé sur les moyens du CNDS pour l'ensemble donc du sport, disons, amateur. En ce qui concerne un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui est un sujet qui m'est cher, vous le savez, au dehors des performances que vous avez rappelées, Monsieur le Président de la Commission des Finances, de notre sport féminin ces dernières semaines et ce dernier week-end. Il y a aujourd'hui plusieurs éléments. Il y a à la fois l'évolution du décret Télévision sans frontières, qui est en ce moment à l'examen du CSA et de la Commission européenne, pour que nous puissions au moins être au même niveau des compétitions retenues dans ce décret, donc pour les manifestations d'importance, au même niveau en ce qui concerne les sports déjà masculins inscrits ou les compétitions masculines déjà inscrites et les compétitions féminines, c'est particulièrement le cas pour le football et le rugby. Je veux quand même rappeler ici une attention particulière parce que parfois il y a un petit peu de confusion autour du décret Télévision sans frontières, où certains pensent qu'une fois qu'on est inscrit sur le décret Télévision sans frontières, on a immédiatement une compétition qui est retransmise en clair. Cela, c'est uniquement une possibilité et une possibilité d'achat des droits d'accord entre un acteur qui aurait acheté les droits et une télévision d'accès gratuit. Donc il faut aussi qu'on soit attentif à ce que ce décret TSF qui, dans notre pays, est particulièrement long, ne fasse pas non plus, d'être retoqué au niveau européen. Pour cela, nous avons voulu aller plus loin en ouvrant avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec particulièrement Christine Kelly, ce travail autour de la place du sport féminin en termes de médiatisation. Vous l'avez dit, Madame Langlade, et cela a été également rappelé, je crois que c'est Madame Pires-Beaune qui l'a rappelé, il me semble. Il y a eu une étude faite par le CSA à la fin de l'année 2012, montrait que 7% simplement des compétitions retransmises sur nos écrans étaient des compétitions féminines. Le CSA souhaite aller plus loin et avoir un travail qui ne soit pas quantitatif mais qualitatif sur la diversité aussi des disciplines qu'elle va mener sur la fin de l'année 2013 pour que nous puissions travailler sur une amélioration sur l'ensemble des médias de la reconnaissance des performances du secteur féminin. Il y a, vous le savez, également une prise en compte de cette absence, c'est-à-dire de reconnaissance des dirigeantes sportives dans nos instances de gouvernance dans le cadre de la loi
qui sera présenté par Najat Vallaud-Belkacem pour que nous puissions progresser vers plus de parité, surtout dans les disciplines où il y a plus de 25% de licenciées féminines. C'est dommage qu'au sein du nouveau, par exemple, conseil d'administration du CNOSF, on ait moins de femmes qu'avant. Donc on voit bien que notre démarche doit être plus proactive, voire avec des moyens plus coercitifs. Et dans ce cadre, moi j'ai exigé de l'ensemble des fédérations sportives qu'elles me présentent dans le cadre des conventions d'objectifs un plan de féminisation. Il y a simplement aujourd'hui 4 fédérations qui ont un plan de féminisation et du coup les moyens financiers qui leur seraient confiés de l'État dans le cadre de ces plans de féminisation, s'il n'y en a pas, il y aura moins de moyens. Voilà. Sur le sujet, c'était la question de M. Reiss sur les grands événements. L'Euro 2016, je crois que je viens d'y répondre, à la fois l'enjeu des aides publiques pour la Commission européenne, mais aussi une nécessité qui, moi, me semble absolument indispensable, qui est celle de l'acceptation sociale des grands événements. Pour la première fois, il y a quelques semaines, au MINEPS de Berlin, 120 pays, en le cadre de l'UNESCO, ont signé une déclaration commune, la France en faisait partie, pour rappeler combien l'augmentation permanente du cahier des charges des compétitions internationales conduisait à une inflation des équipements, à une inflation de coûts qui devenait, vous avez évoqué le Brésil à l'instant, devenait à un moment donné, des vrais obstacles à l'acceptation sociale du grand événement. Même, bien sûr, on a tous envie d'accueillir des grands événements et on vient d'en avoir, 2 récemment que la France va accueillir et on s'en réjouit. On s'en réjouit. On a besoin d'accueillir des grands événements qui font rayonner notre pays, mais on sent bien que les cahiers des charges de ces événements sportifs pèsent de façon de plus en plus importante. Et dans le cadre de l'Euro 2016, fait une demande extrêmement ferme, qui est celle portée aussi par l'ensemble des territoires et des villes hôtes de l'Euro 2016, qu'il puisse y avoir un dispositif de solidarité avec le sport amateur, avec le football amateur, avec les sites sur place. Vous le savez, l'organisation qui était au départ prévue plutôt associative est aujourd'hui une société anonyme. Il faut que nous trouvions les meilleures modalités pour que cette solidarité puisse exister. Et il me semble que le comité de pilotage de l'Euro 2016 est très sensibilisé à cette exigence aujourd'hui, car nous le sentons bien, nous avons besoin d'améliorer, le projet social autour de l'accueil des grands événements tels qu'ils soient. Revenir sur un élément évoqué également, qui est celui des droits audiovisuels et de la fragilité de nos modèles. Parce que, on le voit bien, on a envie d'avoir plus d'accès à des compétitions sportives, à des compétitions féminines, mais aussi combien les droits financent le sport professionnel. Et parfois de façon extrêmement importante, comme dans notre football, où 54% de la Ligue 1 est financée sur les droits télé, alors que c'est simplement 30% par exemple dans le football allemand. Donc on voit bien que l'ensemble des enjeux autour des droits télé peuvent être une source de fragilité, et cela a été le cas lors du dernier appel d'offres pour la Ligue professionnelle de football. Donc la réflexion autour de la taxe Buffet, qui est en ce moment en train de diminuer dans son rendement, et du coup moins de moyens pour le CNDS, d'où la nécessité de trouver, comme on l'a fait sur l'exercice 2013, finalement une espèce de swap avec les ressources de la Française des Jeux. C'est ce qui a été fait en 2013. Nous puissions assurer finalement ce rendement à la taxe Buffet et cette solidarité. Pour ça que, dans ce cadre, nous avons voulu à la fois sécuriser l'assiette actuelle, mais travailler sur un élargissement de cette assiette. Je l'avais évoqué dès le projet de loi de finances 2013, nous n'avions pas pu aboutir dans ce délai, mais dès 2014, pardon, nous n'avions pas pu aboutir dans ce délai, mais on sait que, à la date d'aujourd'hui, si on ne changeait rien,
c'est moins 4 millions d'euros dès cette année. Donc il faut qu'on puisse travailler sur un élargissement des compétitions qui sont organisées en France par des organismes étrangers. Exemple, l'Euro 2016. Aujourd'hui, il y a des financements publics importants. Il y a, un organisateur qui est situé à l'étranger. Il y a des compétitions qui se déroulent en France. Et donc, il faut que nous puissions avancer sur l'élargissement de cette assiette. Cela ne peut pas se faire sans un travail avec les diffuseurs. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à rencontrer l'ensemble des diffuseurs, télévision publique comme aujourd'hui télévision d'accès payant, et cela ne peut pas se faire sans un travail avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous le menons, mais nous voyons bien les enjeux qui sont devant nous, à la fois cette diminution des droits, à la fois donc moins de solidarité avec le sport amateur, mais également tout simplement le financement du sport professionnel si ces recettes diminuent. Je pense avoir répondu à pas mal de choses. Monsieur Darmanin, oui, l'argent public, on le voit bien dans notre étude sur les disciplines et sur le volley-ball féminin qui a été évoqué par Monsieur Braillard à la fin. Il y a, dans le cadre de la mission d'inspection, des tableaux très intéressants de cartes entre là où sont nos grands équipements, là où sont nos équipes professionnelles, par exemple en volley-ball féminin, et est-ce que sur ces mêmes territoires, vous avez une augmentation du nombre de licenciés de ces disciplines? Eh bien, ça ne se révèle pas toujours le cas, et même rarement le cas. Donc, cet enjeu-là, il est important, il s'inscrit dans le cadre de la délégation de services publics qu'ont les fédérations, et donc qui du coup se retrouvent à, organiser leurs pratiques jusqu'au niveau des clubs, y compris leur réglementation interne, voir la façon dont elles pourraient, sur les ressources qu'elles vont chercher dans leur club de proximité, être sans doute beaucoup moins gourmandes pour certaines qui ont des ressources qui leur arrivent d'un secteur économique plus prégnant dans un certain nombre de disciplines. Très bien. Oui, merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Simplement compléter bien évidemment les réponses qui ont été apportées par la ministre Valérie Fournéron. D'abord en répondant à Thierry Braillard, qui m'a interpellé sur le CNOSF. Bon. Alors, l'objet du rapport n'était pas la gouvernance du sport. C'est vraiment la solidarité sport professionnel et sport amateur. Mais je tiens à préciser, parce que je n'ai pas pu détailler l'ensemble des propositions, et je pense que vous le lirez attentivement, le rapport, il y a un certain nombre de propositions que nous reprenons à notre compte, qui sont des propositions qui sont aussi portées, pas simplement, mais aussi portées par le CNOSF. Je pense par exemple à la question de l'uniformisation des règles sur la taxe sur les spectacles, sur la question de la réflexion nécessaire sur l'exploitation des enceintes sportives et les relations avec les collectivités locales. Mais ça rejoint une proposition que vous avez faite, monsieur le député, la semaine dernière dans votre propre rapport. La question de l'accès au financement de la BPI, à la fois pour les PME, clubs professionnels, éventuellement, les collectivités territoriales, pour rentrer dans un plan de financement des équipements sportifs, ou même, je dirais, la proposition aussi de dire qu'il y a aussi un volet social dans le sport professionnel, qu'il faut sans doute développer. Moi, je suis pour qu'il y ait un dialogue social qui soit modernisé dans le sport professionnel, et que, notamment, le poids et la représentation des joueurs professionnels, dont souvent la parole n'est pas reprise forcément au niveau qu'elle mériterait, soit plus fort. Je pense à la question de la formation et de la reconversion, des droits sociaux aussi, des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. Toutes ces questions-là, nous les avons repris à notre compte dans le rapport, et c'est des propositions partagées avec le CNOSF. Vous avez évoqué aussi l'Euro 2016. Là, je rejoins complètement les propos de Valérie Fournéron. Il faut couvrir l'ensemble des dépenses liées à la rénovation ou à la construction des stades de l'Euro 2016 par des ressources spécifiques. Nous verrons le montant précis que ça représente dans les prochains mois. Il faut aussi qu'il y ait un retour, et c'est bien d'y réfléchir dès maintenant, effectivement, en direction du sport amateur et des bénévoles qui seront mobilisés à l'occasion de l'Euro 2016.
Vous avez évoqué le fonds Sastre, c'était 45 millions d'euros qui avaient été récoltés à l'époque, plus de 2000 projets, et je crois bien sur l'ensemble du territoire, qui avaient été concernés. Bon, sans reprendre forcément la même modalité, il faut réfléchir à des modalités qui permettront ce retour-là. Vous avez été un peu injuste avec la Coupe du Monde de rugby. Il y a eu quand même des retours sur les territoires de la Coupe du Monde de rugby. Je prends l'exemple à Saint-Étienne, où nous avons eu à la fois une participation à la rénovation d'équipements sportifs de terrains synthétiques de rugby et aussi la mise à disposition, ça c'est très important, à la suite, puisqu'il y a eu plus de licenciés suite à la Coupe du Monde de rugby dans les formations de jeunes en particulier, là, le financement d'éducateurs sportifs dans les clubs. Hein. Oui, mais Saint-Étienne en est une. Alors, ensuite, je voulais simplement d'un mot dire que la philosophie générale de ce rapport, mais vous l'aurez compris, c'est bien évidemment de tout faire pour conforter l'économie du sport et donc le sport professionnel. Conforter tous les outils qui permettent de développer cette économie, je le rappelle, 35 milliards d'euros. Mais en développant aussi les nécessaires mécanismes et les leviers de solidarité dont on estime, mais je pense que c'est un constat partagé aussi par la mission MAP du gouvernement, qu'aujourd'hui elle est insuffisante, cette solidarité. D'où l'idée vraiment très, très importante de l'Observatoire de l'économie du sport. Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer de façon précise les flux financiers entre sport amateur et sport professionnel, les dépenses, les recettes, les retombées économiques sur les territoires et notamment en termes d'emploi. Je prends juste deux exemples très rapidement pour vous éclairer. La Fédération française de football, aujourd'hui, c'est 200 millions de budget, de ressources. Alors, on a l'habitude de dire qu'effectivement, la solidarité entre la Ligue professionnelle et la Fédération paraît assez faible, 15 millions d'euros. Alors certes, par rapport aux 660 millions d'euros de droits télé générés, ou à 1,2 milliard d'euros générés aussi par l'économie du football, mais ce n'est qu'une partie de la solidarité. L'essentiel des recettes viennent de l'équipe de France. L'équipe de France et de la Coupe de France. 90% des recettes de la Fédération française de football, ce sont les partenariats, et en particulier les partenariats qui concernent aussi l'équipe de France, pas simplement l'organisation des matchs et la billetterie que ça génère. Et si on regarde un petit peu plus attentivement, on peut estimer que la Fédération française de football reverse vers le sport amateur, vers ses échelons notamment décentralisés sur les territoires, les ligues, les districts, les clubs, plus de 50 millions d'euros. Hein, plus de 50 millions d'euros. Donc il faut qu'on ait un observatoire et un outil de mesure précis de ces flux. L'autre exemple, c'est la Fédération française de tennis. Mais là, vous le savez, parce qu'il y a un grand événement sportif exceptionnel qui est Roland-Garros, qui génère plus de 150 millions d'euros de bénéfices chaque année. Et du fait que, ce qui explique justement que cette fédération n'a pas besoin d'avoir un appui fort à travers la convention d'objectifs de la part de l'État d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on est autour de 1 million d'euros, Madame la Ministre, pour moins d'1% sur la convention d'objectifs. Mais il y a énormément de ces sommes-là qui sont redistribuées vers les échelons locaux en termes d'équipement et en termes d'emploi. Il y a 10 000 emplois qui sont générés par la Fédération française de tennis. Sur la taxe Buffet, la ministre a dit l'essentiel. Je veux juste préciser que nous préconisons d'exonérer de l'élargissement de l'assiette sur les droits étrangers ce que serait la liste du décret TSF tel qu'il sera complété, élargi dans les prochains mois, ce qui permettra aux chaînes publiques gratuites de continuer à diffuser des événements majeurs sans avoir à s'acquitter de cette taxe éventuelle supplémentaire. Et puis, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion à l'avenir sur l'érosion du rendement, qui est aussi due au fait qu'il n'y a pas que les retransmissions audiovisuelles, télé, qui aujourd'hui jouent. Il y a aussi d'autres modes de diffusion, je pense notamment au mode de diffusion numérique, et qu'il faudra aussi s'y pencher pour regarder ce qu'il est envisageable de faire. Enfin, je termine par la question qui a été posée par Gérald Darmanin sur la proposition 12, mais en fait qui n'était pas la bonne, puisqu'il lui parlait des collectivités locales. La proposition 12 concerne les partenariats privés. Moi, j'étais très intéressé, parce que ça se fait très fréquemment, mais autant justement bien diffuser cette bonne pratique et essayer de généraliser, par l'idée qu'il y ait à côté d'un volet marketing sportif pur dans les conventions de partenariat, les équipementiers, des sponsors privés, etc., qu'il y ait un volet social, un volet sociétal, un volet intégrité même du sport pour diffuser les valeurs du sport éthique. Et je crois que si on sera capable de pouvoir diffuser ces bonnes pratiques à l'avenir. Vous évoquiez les collectivités locales.
Je m'inscris tout à fait dans les propos de la ministre. Aujourd'hui, sans les subventions publiques de certaines collectivités locales, il y a tout un pan du sport professionnel qui ne pourrait pas exister. Je pense au volleyball féminin, qui est subventionné à 66% par les collectivités locales, par les subventions publiques. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait le même degré d'exigence et de contrôle dans les conventions qui lient les collectivités locales avec les clubs professionnels et les sociétés sportives, ça c'est clair. Parfois, c'est un peu léger, c'est un peu confus, mais c'est vrai que les achats de prestations de communication, en particulier pour des missions d'intérêt général, il faut pouvoir les identifier très clairement et les évaluer. Vous avez raison, il faut qu'il y ait un contrôle accru et un degré d'exigence fort sur ce que peut être les apports des collectivités locales en termes de financement du sport professionnel. Et puis pour finir, Marc Bois m'a interrogé sur les taxes sur les paris sportifs en ligne. Je voulais juste ajouter que la loi prévoit un retour aux fédérations. C'est des sommes qui ne sont pas négligeables. C'est 2 millions d'euros par an pour la Fédération française de football. Sur un volet lutte contre les addictions et intégrité, il faut vraiment contrôler que ces fonds-là sont bien destinés à pouvoir sensibiliser, former et prévenir sur la lutte contre les addictions. Merci. Madame la ministre, vous souhaitiez dire un mot sur la BPI? Oui, je souhaitais juste rajouter un élément. Rencontrer effectivement le président de la BPI pour bien rappeler que les entreprises sportives pourraient être éligibles, je veux dire, à des investissements et un accompagnement de la BPI, et aussi par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts sur les équipements sportifs portés par des collectivités locales. Il pourrait y avoir, je veux dire, une intervention des fonds d'épargne de la CDC pour accompagner les collectivités locales, accompagner les moyens qui sont mis par le CNDS pour permettre justement à ces équipements sportifs et à ces collectivités, je veux dire, de construire et d'investir sur leurs équipements sportifs de proximité. Donc ce sont ces deux aspects travaillés avec Jean-Pierre Jouyet, à la fois l'entreprise sportive et donc l'intervention de la BPI et l'intervention du fonds de garantie de la CDC pour les équipements sportifs qui pourraient venir en appui sur le CNDS. Merci Madame la Ministre. Il ne me reste plus qu'à vous demander si vous êtes d'accord pour que nous publions ce rapport. Tout le monde est d'accord, je vous en remercie. Merci Madame la Ministre.